Bien. Bon, écoutez tous, je vous remercie de votre présence pour ce deuxième webinaire organisé sur 2022 et nous avons l'immense honneur de recevoir Monsieur Romain Grinty qui est partenaire de Imovens depuis presque 2 ans maintenant, partenaire sur le volet informatique puisque c'est sa spécialité et aussi accessoirement et avec la casquette Telnet sur le volet de la téléphonie. Voilà, puisqu'aujourd'hui, la téléphonie est aussi gérée plutôt par l'informatique. Donc, pour présenter rapidement Romain, c'est une belle personne que nous avons côtoyée au travers d'un club de sport nantais, hein, les Corsaires de Nantes, puisque c'est aussi quelqu'un qui est un fervent admirateur et supporter des Corsaires de Nantes. Bon, il ne s'est pas mis au hockey sur glace, mais il en connaît toutes les ficelles depuis peu. Donc, Romain est quelqu'un qui a 40 ans aujourd'hui, qui est d'une formation ingénieur en informatique. Avant de créer RLG, il a été DSI pendant 4 ans, hein, 4-5 ans, de 2004 à 2008. C'est le créateur de RLG Informatique depuis janvier 2009, donc 13 ans d'activité comme gérant de la société RLG. Et aujourd'hui, c'est lui qui va nous exposer donc toutes les facettes de la gestion de l'informatique dans une entreprise et en particulier, bien sûr, tout ce qui concerne le volet des cyberattaques, de la cybersécurité, hein, dans des grandes lignes du terme. Voilà, donc c'est un grand sujet qui me semble important d'être évoqué dans l'entreprise parce qu'on n'y fait pas assez attention. Et ça peut toucher aussi bien les PME que les ETI, enfin ça peut toucher tout le monde. Donc voilà, donc je vais laisser la parole à Romain pour qu'il nous expose toutes les facettes de son métier. Et si vous avez des questions, je vous propose à la fin de son exposé de lui poser toutes les questions que vous voulez. Voilà Romain, je te laisse la parole et je te laisse officier. Merci François. Bonjour à toutes et tous. Vous voyez la présentation, vous m'entendez correctement? C'est bon? Allez, c'est parti. Donc, RLG Informatique, comme disait François, j'ai créé cette société en janvier 2009. Après mon passage en tant que DSI d'un groupe privé, le but était de créer une ESN qui réponde à ce que je ne trouvais pas chez mes partenaires et prestataires de l'époque. Donc voilà, on a créé une petite société sur le modèle de l'infogéreur. Donc on est là pour manager et gérer des parcs informatiques au global de petites, moyennes et grandes sociétés. Donc aujourd'hui, on couvre un pan de 1 poste à 1700 postes pour le plus gros. Donc voilà, on va dérouler en 2 parties. Une présentation succincte de la société, de ce qu'on fait, et puis après on va parler de ce qui nous intéresse aujourd'hui, tout ce qui a trait à la sécurité au sens large du terme dans une entreprise. Donc les cyberattaques certes, mais aussi tout ce que vous en tant que chef d'entreprise vous devez connaître pour vous éviter tout problème lié à ces jolis outils qui sont l'informatique. Donc RLG Informatique, on a déjà expliqué, société créée en 2009, donc on fait de l'infogérance, c'est notre métier de base, c'est la gestion de vos parcs informatiques. On fait de l'hébergement dans des data centers. Aujourd'hui, on est plutôt data center nantais, Saint-Herblain et Carquefou pour être exact. On héberge aussi un peu sur Paris, mais on est plutôt proche de notre région et on reste dans le local. On fait tout le volet sécurité, donc c'est ce qui va nous intéresser vraiment aujourd'hui. Et puis, il y a quelques années de ça, en 2016, j'ai créé une marque qui s'appelle Telnet, qui est là pour s'occuper de la partie téléphonie et liens Internet, sécurisation des liens Internet. Donc là, on est déclaré à l'ARCEP pour la partie française. On est déclaré au RIPE, qui est le gendarme européen du telco. Donc voilà, on a la double casquette, ce qui nous permet de faire de la téléphonie fixe, mobile et de tout ce qui est lien Internet. Là, on peut gérer l'ensemble de la chaîne de vos données, vraiment de A à Z, c'est-à-dire de l'entrée, tout ce qui est lien Internet, sécurisation des liens, l'hébergement de vos données, votre téléphonie, et après on embarque le réseau local, les postes et tout ce qui suit avec la gestion de vos serveurs et de vos logiciels. On est un acteur complet sur la chaîne de maîtrise de vos données. Donc voilà, quelques petits chiffres.
Ça fait 12 ans qu'on existe, 12 ans qu'on croit. Aujourd'hui, on est 15 collaborateurs. On vient de déménager à Saint-Herblain. On sort du centre de Nantes pour arriver dans Saint-Herblain. On a un peu plus de 150 clients actifs aujourd'hui. On va dire que le développement de notre activité est plutôt présent car les sociétés ont plutôt tendance à déléguer la gestion de leur informatique interne. Car il est difficile de manager un service informatique quand on n'est pas informaticien. C'est toujours pareil. Mieux vaut s'attarder à améliorer son métier et confier les tâches, on va dire, annexes à des spécialistes. On intervient surtout dans les Pays de la Loire, mais partout en France. On a la chance d'avoir des très gros clients sur la région nantaise qui nous emmènent dans toutes leurs agences en France. C'est pour ça qu'on rayonne un peu partout. Donc, on aime aussi bien se déplacer. On bouge. Si vous avez des questions sur la société, on en parlera après. Le but, c'était plus de s'attarder sur la partie sécurité. J'ai des travaux en bas de chez moi, je sens que ça va être compliqué. Donc, on va parler de cyberattaque, sécurisation de cyberattaque. Donc, je vous ai fait un petit slide sur que faire pour se prévenir d'une attaque. C'est Effectivement, je te confirme, Romain, c'est des travaux. Ça va être compliqué. Ça. Attends, je vais mettre mon casque, comme ça, ouais. Ça devrait atténuer les bruits. Je pense que c'est les Russes. C'est les Russes, c'est parti. Est-ce que vous m'entendez? C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Donc, lui va faire son travail, il va atténuer les bruits externes. Donc, je vous disais, on est parti pour se prémunir sur les attaques. Donc, comment se prémunir d'une attaque? C'est avoir une hygiène de sécurité informatique au top. Donc, quand je dis hygiène, parce qu'on se rapproche vraiment du mot hygiène, c'est-à-dire faire attention à tout ce qu'on fait. Parce que des fois, des petits détails que l'on laisse passer dans notre vie de tous les jours peuvent ouvrir des portes énormes à des gens qui ont envie soit de vous contraindre à leur reverser de l'argent pour récupérer vos données, soit aussi à utiliser des informations contre vous. Donc ça s'est vu il n'y a pas très très longtemps sur la région nantaise sur un directeur de société qui voulait vendre sa boîte et qui pensait pouvoir la vendre relativement bien. Et il a eu beaucoup de mal à la vendre parce que il s'est fait pirater quelques données, dont des données confidentielles, et donc sa société s'est vue amoindrir de très largement sa valeur, car d'autres personnes sur les réseaux frauduleux avaient les informations que lui possédait. Donc voilà, j'emploie ce mot hygiène parce que pour moi, c'est vraiment de l'hygiène informatique. Quand vous êtes chef d'entreprise, il faut faire attention à tout, vous avez accès à tout. Alors maintenant, on a un super boutique qui s'appelle Téléphone Mobile. Voilà. On lui donne à peu près tout à manger, c'est-à-dire nos comptes bancaires, tous nos mots de passe, tout ce genre de choses. Donc, faire attention à son téléphone mobile, c'est hyper important. Essayer de séparer les choses entre votre vie perso et votre vie pro, c'est aussi très important, car si vous faites attaquer votre vie perso, en général, toutes vos infos vie pro partent avec, et vice-versa. C'est très important de faire attention à ce qu'on fait avec ces appareils, PC portables, tablettes, téléphones, où est-ce qu'on les laisse, à qui on les laisse, qui peut les utiliser, et ainsi de suite. Sensibiliser ses collaborateurs, c'est ultra important. 75 à 80% des attaques aujourd'hui sont faites par une erreur humaine et non en brute force. Donc, non une attaque directe, mais une attaque via une erreur humaine. Donc, sensibiliser ses collaborateurs, c'est très, très important. Leur expliquer les directs qui vont suivre, c'est pour moi le minimum à faire, et c'est ce qui peut protéger une société assez facilement avec des investissements qui sont peanuts, voire rien du tout. C'est juste beaucoup de règles de bon sens et bien expliquer aux collaborateurs la criticité des données d'une entreprise. Souvent, des gens, par exemple, une comptable ou une assistante comptable va avoir des infos pour se connecter à une banque, va pas obligatoirement faire attention à où elle stocke ces infos-là, parce que pour elle, il n'y a pas de risque. Juste lui expliquer les risques que ça peut avoir, c'est déjà bien ouvrir ses yeux sur certaines choses.
Connaître son SI, donc le SI, c'est le système d'information d'une société, c'est l'informatique au global, hein, mais vraiment globalement, les liens Internet, la téléphonie, l'informatique, les logiciels, les accès, tout ça fait partie du SI. Donc bien connaître son SI pour savoir où est-ce que je peux être attaqué et qu'est-ce qui est critique dans mon SI. Si par exemple on me vole toute ma comptabilité informatique, est-ce que c'est grave ou pas? Et il faut quantifier ça. Le CRM, la base de facturation, la base de stock, tout ce genre de choses, savoir où est-ce que c'est stocké, comment c'est stocké, qui s'en occupe, est-ce que c'est sauvegardé ou pas, et ainsi de suite. Bien connaître ceci, c'est faire ce qu'on appelle, nous, un discovery, je vous montrerai dans la slide d'après. C'est vraiment quantifier tout ce qui existe informatiquement parlant dans la société et par qui c'est géré, comment c'est géré. Si vous savez ça, en cas de problème, on saura déjà comment améliorer la sécurité et surtout comment aller récupérer l'information. C'est ça le nerf de la guerre, c'est pas obligatoirement de se faire attaquer ou pas attaquer. Le nerf de la guerre, c'est surtout de réussir à remonter de la donnée et repartir en activité. Et après, c'est ce que je vous expliquais, respecter 10 règles de base pour une sécurité numérique. Vous allez les lire, je vais vous les expliquer. Vous allez me dire, mais en fait, c'est tout bête. Ben, je peux vous parier que sur l'assemblée que l'on est aujourd'hui, il y a très très peu de personnes, je pense moins de 15% des personnes utilisent réellement ces 10 règles et les appliquent à la stricto sensu. Voilà. Donc règle numéro 1, adopter une politique de mot de passe rigoureuse. Donc on évite d'utiliser 50 fois le même mot de passe, la date de naissance de ses enfants, de son chien, la date de son mariage. Tout ça, c'est le genre de mot de passe à proscrire. Un bon mot de passe, c'est assez simple à définir. C'est un mot de passe qui fait plus de 12 caractères, qui n'est pas obligatoirement aléatoire, qui peut être ce qu'on appelle une passe-phrase, c'est-à-dire le titre d'un film que vous aimez beaucoup, ou je sais pas, j'aime croquer la vie à pleines dents. Voilà. Il suffit d'écrire cette phrase-là avec des zéros à la place des O, des majuscules, des minuscules, dans un ordre qui vous est propre. Et c'est facile à retenir parce que c'est j'aime croquer la vie à pleines dents. C'est une phrase que vous exprimez régulièrement. Vous l'êtes appropriée. Il suffit de la rendre un petit peu complexe pour qu'elle serve de mot de passe. C'est plus facile à retenir qu'une suite aléatoire de caractères parce que avoir 50 mots de passe différents pour tous ces comptes, tous ces sites et compagnie avec que de l'aléatoire, c'est inretenable. Donc, soit on essaie de faire des passe-phrases, soit on utilise ce qu'on appelle un coffre-fort de mots de passe. Donc, c'est une petite application que vous avez sur votre PC et sur votre téléphone et qui va lui s'occuper de votre politique de dureté de mot de passe. Il va générer aléatoirement des mots de passe pour l'ensemble de vos sites et les retenir pour vous. Donc, vous n'aurez plus qu'un seul mot de passe maître à retenir et votre coffre-fort vous ouvrira les portes de l'ensemble de vos sites. C'est quelque chose qui se déploie de plus en plus. Il y a plein de solutions gratuites pour faire de la politique de gestion de mots de passe. Il y a aussi des solutions payantes. Nous, on propose une solution, mais c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment commencer à regarder, surtout quand vous partagez des données avec vos collaborateurs. Ce coffre-fort permet de crypter entre plusieurs personnes. Donc, vous pouvez partager le mot de passe de votre banque avec votre comptable, mais tout ça dans un environnement crypté où vous êtes que tous les deux à avoir accès et qui n'est pas cassable par quelqu'un d'autre parce que le seul moyen de le casser, c'est d'avoir accès à votre machine et votre mot de passe en même temps. Et on peut même durcir cela en ayant la machine, le mot de passe et un troisième facteur, par exemple votre numéro de mobile ou ce genre de choses. Donc là, on peut vraiment aller très loin dans très important, les mots de passe. La règle numéro 2, qui devrait peut-être même être la règle numéro 1, sauvegarder ses données. Donc c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure quand on fait la cartographie de l'informatique d'une société. Le but, la finalité, c'est de savoir qui les gère, les données, mais surtout où elles sont sauvegardées et encore plus si elles sont sauvegardées. Aujourd'hui, j'ai trop vu de clients avec oui, c'est sauvegardé, ne vous inquiétez pas. Et puis quand on demande à faire un jeu de ce qu'on appelle un jeu d'essai, tiens, restaurez-moi donc le fichier de la CRM il y a 3 semaines. Ah, pas de problème, c'est là. Et puis on aura un fichier qui est illisible, pas sauvegardé souvent, pas à jour, et ainsi de suite. Donc on pense être sûr, et en fait on arrive. Pour info, les RC de société vont être aujourd'hui de plus en plus ajustés en fonction de votre hygiène informatique dans votre société. Les sauvegardes seront le point numéro 1. Il n'est pas rare, même aujourd'hui, qu'en cas de renégo de vos contrats d'assurance professionnelle, votre courtier vous demande qui gère votre informatique et où sont vos sauvegardes. Pour la simple et bonne raison, c'est que lui, c'est une assurance que vous puissiez repartir si on a des sauvegardes de votre société. S'il n'y en a pas, vous ne repartirez pas. L'assureur, il ne prendra pas le risque. Vous connaissez le principe de l'assureur, il prend un risque que s'il est mesuré et maîtrisé. S'il n'est pas mesuré et maîtrisé, il ne prend pas le risque.
donc vous ne serez pas assuré correctement. Ça, c'est des choses à faire. Il faut faire attention. Après, on va rentrer dans des points un peu plus techniques. Faire les mises à jour régulières de ces équipements, téléphone, tablette, PC, tout l'équipement qui est sur votre réseau en entreprise, vos serveurs, les postes de vos collaborateurs. Toutes les mises à jour doivent être faites régulièrement. Les mises à jour, elles ne sont pas là pour vous emmerder. Elles sont là parce qu'elles corrigent des problématiques. Elles emmènent des nouvelles fonctionnalités souvent, mais elles corrigent aussi des problématiques et très souvent liées à la sécurité des logiciels. Toujours se mettre à jour. Se protéger, les virus et logiciels malveillants. Donc là, un bon antivirus sur chaque équipement, c'est obligatoire. Quand vous êtes chez vous, vous voulez télétravailler, c'est aujourd'hui, là, ça devient la norme. On utilise un VPN, on ne se connecte pas via TeamViewer sur un PC qui est resté allumé dans la société et qui donne accès à tout. Pareil, j'ai récupéré un client au Bignon, pas loin. Il s'est fait hacker l'ensemble de son parc informatique puisque la comptable a travaillé à distance avec un PC personnel sur le PC qu'elle avait laissé allumer au bureau via une connexion non chiffrée entrante dans la société. Ils ont tout perdu. Tout. C'est facile. Pour moi, on recommence de zéro, la feuille est blanche. Pour le client, c'est moins drôle. Il vient de perdre une dizaine d'années de comptabilité et de gestion de production. Parce qu'évidemment, il n'y avait rien de sauvegardé, rien d'externalisé à la société. Donc, c'est une catastrophe. Donc, aujourd'hui, on en rit jaune, mais c'est une catastrophe pour lui. Donc, on se protège correctement avec des logiciels officiels que l'on paye. Je vous rappelle il y a un adage qui dit que quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Un antivirus, ça coûte de l'argent à développer, c'est payant un antivirus. Un antivirus qui est gratuit ou téléchargé sur Internet, pour moi, c'est pas viable. Un antivirus doit être payant pour être correctement maintenu. 5e point, on évite les réseaux publics sans fil, les réseaux publics et inconnus. Par là, je veux dire que l'on évite les réseaux qui ne comportent pas de clé de sécurité, où tout le monde peut se connecter, et ainsi de suite. C'est pareil. C'est très, je vais pas dire que c'est tout le temps très louche, mais c'est quand même souvent étonnant qu'un Wi-Fi soit là. Il n'y a pas de mot de passe, il n'y a pas de portail captif, c'est-à-dire qu'on ne vous demande pas de renseigner une adresse mail ou d'accepter des conditions générales parce que vous surfez vous allez dans un hôtel, vous avez un Wi-Fi de l'hôtel, là vous acceptez des conditions générales d'utilisation, c'est un Wi-Fi sécurisé. Quand je dis Wi-Fi inconnu ou public, c'est-à-dire un Wi-Fi où il n'y a pas de mot de passe, pas de conditions à accepter, rien, c'est quand même très très louche. Quand vous êtes connecté sur un réseau, la plus vieille attaque qui existe, ça s'appelle Man of the Middle, c'est quelqu'un qui va écouter tout ce que vous faites sur le réseau et qui va récupérer toutes ces informations pour les utiliser à l'encontre de votre propre fonctionnement. C'est-à-dire que quand on est connecté sur le même réseau que vous, avec des logiciels qui sont maintenant presque à la portée de tout le monde, je suis capable de lire, je peux vous donner le nom de votre banque parce que je vois le site bancaire que vous lancez. Je peux même vous donner votre identifiant parce que votre identifiant bancaire, en général, il n'est pas crypté. Vous voyez, ça peut aller très vite et très loin. Et ça, sincèrement, on n'a pas besoin d'avoir fait 50 ans d'études en informatique pour aujourd'hui être capable de capter ces infos-là. Donc faites attention là au réseau où vous vous connectez. Aujourd'hui, vous avez tous des forfaits 4G, vous partagez votre connexion avec votre mobile et votre PC portable quand vous êtes en déplacement. Vous êtes sur votre réseau 4G à vous, vous connaissez votre mobile, c'est votre opérateur, c'est vous. Là, vous êtes en sécurité. Ce que j'ai énoncé tout à l'heure, en 6e point, bien séparer ses usages professionnels de personnels. Idéalement, vous devriez avoir 2 mobiles, un mobile pro, un mobile perso. Le mobile perso, vous avez votre compte Facebook et tous vos Tinder, Adopte un mec, tous vos petites applis pour vous agrémenter vos soirées, vos week-ends. Et vous avez un téléphone professionnel. Dessus, vous avez vos banques professionnelles, votre compte LinkedIn professionnel et ainsi de suite. Le but étant de séparer le plus les activités. Ça, si un pan de votre vie se fait pirater, hacker, l'autre pan restera indépendant. C'est très important. En 7e point, ça apparaît logique, mais je préfère le rappeler, éviter de naviguer sur des sites douteux ou illicites et être vigilant lors du téléchargement d'un fichier. Aujourd'hui, 100% des attaques reçues par mail qui sont ouvertes paraissent grossières quand vous les lisez. Pourtant, il y a encore un pourcentage de phishing, on appelle, qui est de près de 15%. C'est-à-dire que quand un pirate envoie 100 mails de phishing, il y en a quand même 15 qui cliquent encore sur la pièce jointe ou le lien douteux. C'est quand même pas neutre.
Pareil, ça retombe avec mon petit K2 de tout à l'heure. On sensibilise ses collaborateurs. Vous n'avez pas d'abonnement free, pourquoi vous allez essayer d'ouvrir un message qui vient de chez pseudo free avec une facture en pièce jointe? Non, vous n'avez pas d'abonnement chez Free. À pas recevoir une facture de chez Free. On ne va pas essayer d'ouvrir un fichier qui paraît douteux. On ne l'ouvre pas, on le jette. Normalement, si vous êtes bien protégé, vous avez un bon antivirus, que c'est bien géré, ces mails douteux n'arrivent pas chez vous. Si vous envoyez plein arriver chez vous, dans vos spams ou dans votre boîte mail, ou dans celle de vos collaborateurs, posez-vous la question sur la bonne protection de vos matériels. Normalement, ces mails-là ne devraient pas arriver. Ça va aussi avec, parce que je ne mets pas la partie téléphonie. Votre service comptable qui se fait appeler pour un changement de RIB fournisseur sans écrit, sans rien, c'est une arnaque. Il faut être réaliste. Aujourd'hui, ça touche toutes les sociétés. C'est très, très simple. Vous appelez un service comptable, vous dites je suis la société machin, j'ai changé de RIB. Ok, donnez-moi votre RIB. Il est saisi, tous vos prochains paiements se feront sur ce RIB-là. Si vous n'avez pas d'écrit, il ne faut jamais faire ça. C'est-à-dire que là, vous pouvez potentiellement avoir envoyé de l'argent sur un compte qui appartient à un pirate et qui s'est donné 5 minutes pour vous persuader que que votre fournisseur avait changé de RIB. Il n'y a pas plus simple. Donc on fait attention. Quand on reçoit un mail d'un changement de RIB, on passe un coup de fil aussi au fournisseur pour bien valider si c'est changé ou pas. C'est des contraintes, c'est un petit peu de temps à passer, mais ça fait partie de l'hygiène informatique. En 8e point, on contrôle la permission de ses utilisateurs. Là, on s'adresse à des sociétés un tout petit peu plus grosses qui vont avoir des partages d'informations sur les réseaux, sur un réseau soit local, soit sur un drive externe. On fait attention que tous les collaborateurs n'aient pas accès à l'ensemble des données. Vous allez stocker des données type bulletin de paye, les comptes de résultats de votre société, des choses comme ça. On ne met pas ça en vrac sur le réseau ou dans un drive, là où tout le monde y accède. Ou alors vous êtes en mode coopératif et tout le monde a accès à tout, ok. Enfin, si vous êtes dans une société à peu près structurée, je vais dire faites attention à ça. Combien de fois on retrouve aussi de la donnée non divulgable, mais qui arrive sur des réseaux comme ça parce que c'était stocké aléatoirement dans un drive ou dans un partage réseau qui était ouvert à tout le monde. Ça, très attention, faire attention à ça, parce que vous pouvez être amené à scanner des documents, par exemple, avec des choses confidentielles dans ces documents-là, ou à produire des contenus confidentiels. Il faut pas, le but, c'est pas que ça se retrouve aux mains de tout le monde, donc soit aux mains de n'importe quel collaborateur, soit aux mains de gens qui ont accès trop facilement depuis l'extérieur à ces fichiers-là. Donc, être très vigilant sur la partie permission des utilisateurs, surtout quand on est en pleine croissance, où on a démarré, on était 4 ou 5 dans la boîte, tout le monde avait accès à tout parce que c'était le début. C'était le start-up, on y va. Et puis quand on est 25, on se rend compte qu'on n'a pas pris en compte ce petit point 8 là et que tout le monde voit encore tout. Bon, vous avez fait une levée de fonds, vous avez fait des choses comme ça, c'est peut-être pas l'intérêt que tout le monde accède à l'intégralité des discussions qui ont eu lieu. Donc, on fait attention, on contrôle régulièrement et surtout, on se met un responsable de ça. C'est-à-dire que soit c'est vous, soit vous déléguez ça à quelqu'un de confiance, mais une personne qui est là pour contrôler la permission de ce que peuvent faire les autres collaborateurs. Donc, c'est du partage de fichiers, mais aussi dans les outils. Typiquement, dans les outils de facturation, au départ, vous étiez 2-3 pour pouvoir faire des factures. À la fin, si vous êtes 25 collaborateurs, vous n'êtes peut-être pas 25 à pouvoir faire des factures. Peut-être des choses à faire un ménage aussi sur cette partie. Donc, le point 9, on parle uniquement des messages électroniques, mais ça revient au point 7, tout ce qui est illicite, douteux. Donc là, le point 9, c'est tout ce qu'on peut être sollicité par mail. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans le monde, 93% des mails qui circulent dans le monde sont des messages non sollicités. Je ne me suis pas trompé, 93%. 100 mails envoyés dans le monde, il y a 93% qui n'ont pas été sollicités par le destinataire de l'email. Donc, vous imaginez la masse de travail qu'ont les serveurs pour on va dire, filtrer tout ça. Donc, il peut arriver que certains mails puissent passer. Ils sont mieux tournés que d'autres, mieux faits, ils évoluent. Il faut savoir que quand une personne déploie de l'efficacité à créer des logiciels pour contrer les mails on va dire, illicites, quelqu'un derrière a à peu près le même niveau pour développer un nouveau mail illicite qui va passer. Il faut être réaliste là-dessus. Donc, les serveurs font un maximum de tri, l'anti-spam, l'anti-phishing et ainsi de suite. Mais quand même faire très attention. Toujours avoir un œil critique.
vous recevez, je sais pas moi, un mail d'UPS qui vous dit que vous avez un colis en attente et qu'il faut mettre un numéro de carte bleue pour payer les 3 € de frais qui n'ont pas été payés. Si déjà vous n'avez pas de colis en attente, on clique même pas. Je ne vois pas l'intérêt. Autre chose, par exemple, le lien sur lequel vous avez cliqué, si c'est UPS qui vous écrit que le lien il commence par je suis pas là.fr, on arrête tout. Un peu de bon sens. En fait, c'est sincèrement la sécurité informatique, l'hygiène informatique, comme j'appelle ça. Commençons par le bon sens. Lisez ce que vous recevez. Si c'est en mauvais français, si c'est du franglais, il y a des termes que vous ne comprenez pas, des choses ça, on éjecte. On efface, on envoie. Ça ne sert à rien d'essayer de tenter le lien, de dire, je vais juste regarder, voir ce que ça donne. En général, quand vous cliquez, c'est trop tard. Et point 10, pour moi, ce qui est le plus important, ce qui devient le plus important aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la e-réputation. C'est votre réputation en tant que personne, donc sur vos infos personnelles et professionnelles, sur le web. Faire très, très attention à ça. Des exemples, il en existe des milliers, voire des centaines de milliers. Vos photos de vacances où vous n'arrivez plus à tenir debout, on va éviter de les publier sur un réseau social qui va être hacké et qui vont finir dans votre réseau professionnel. Voilà. Nous, on ne fait pas de e-réputation. Je travaille avec une société qui fait que ça. On lui envoie du monde parce que la e-réputation devient complexe à gérer. Pour la simple et bonne raison, c'est que pendant très longtemps, beaucoup de gens n'ont pas fait la frontière entre le perso et le pro, ce qui fait que on peut se retrouver avec beaucoup d'informations sur nous, sur des réseaux pas hyper attentionnés et qui peuvent jouer en votre défaveur. Typiquement, si vous voulez recruter et qu'on trouve des photos de votre société ou de vous qui ne sont pas intéressantes, ça ne va pas vous aider à recruter, ça ne va pas vous aider à vous faire financer, ça ne va pas vous aider à trouver des actionnaires ou des gens qui vont vous faire des levées de fonds parce que votre réputation ne sera pas clean. Sachez que en 3 photos, on peut pourrir votre réputation pour les supprimer des réseaux et vous attribuer une bonne note, on va dire. Il faut des mois, voire des années. Donc faites attention. On en revient toujours à séparer les usages professionnels du personnel, toujours. Ça devrait être une règle absolue. Et faites attention à ce que vous diffusez. C'est une obligation aujourd'hui. Voilà, je vous ai fait une petite capture d'écran de ce que nous on remplit quand on arrive chez un client, chez un prospect. C'est tout ce qui peut exister sur votre réseau, informatique, téléphonie, ainsi de suite. Et c'est là où on va regarder sur chaque chose. Donc tout n'existe pas dans l'ensemble de société, mais ça c'est tous les cas qu'on peut retrouver. On va regarder chaque point et le but c'est de trouver qui le gère, comment il le gère, et s'il y a de la data dessus, est-ce qu'elles sont sauvegardées. On prend un exemple, juste un. Vous avez un serveur ou un NAS au milieu de votre société pour stocker de la data. OK. Qui le gère, qui le sauvegarde, qui l'entretient en cas de problème. Si vous avez répondu à ça, c'est très bien. Non, si vous ne savez pas qui sauvegarde et où sont vos données, il faut vous poser d'autres questions. Demain, quelqu'un vient, vole la chose, ou tout bêtement, même sans vol, le NAS tombe en panne, vous le remplacez, oui, d'accord, vous faites un achat. Comment on remet de la data dessus? Ah, ça, je ne sais pas, je n'ai pas sauvegardé. Ça, c'est primordial. Aujourd'hui, la data de votre entreprise, c'est ce qui fait la valeur de votre entreprise. N'oubliez pas les sauvegardes. Ensuite, hop. Petit schéma simplifié de ce qu'on a vu juste avant. Où est-ce qu'on va amener de la valeur et où est-ce qu'on va amener de la sécurité? Donc, on voit les postes de travail avec un antivirus, le Wi-Fi, on va sécuriser évidemment, la partie firewall, la partie lien, et ainsi de suite. Voilà. Ça, c'est le même schéma qu'on vient de voir, mais avec la partie sécurité qui est bien taguée. C'est-à-dire que là, on sait exactement, les mobiles sont protégés, les PC fixes, portables, serveurs sont protégés, que le NAS est sauvegardé, et ainsi de suite. Ça, c'est le schéma qu'on peut vous rendre une fois que tout est fini. L'intérêt, c'est d'avoir donc du coup cartographié avant l'ensemble de ce que vous avez dans votre société et d'arriver à la fin en disant tout est sécurisé. Et si c'est pas sécurisé, on a des axes de travail pour l'amélioration. Et si c'est sécurisé, comment c'est géré? Voilà. Une fois qu'on a dit ça, il est quand même possible de se faire hacker. Ça peut arriver. Il faut savoir que vous pouvez mettre tout en place pour vous protéger. Ça va arrêter le maximum de choses. Si n'importe qui met un contrat sur votre tête pour avoir de l'information, il ne faut pas rêver en fonction des montants et des infos que les gens veulent récupérer, ils la récupéreront. Vous pouvez le voir, hein, des pays entiers se font hacker
Et pourtant, c'est pas faute de budget mis sur la sécurité informatique. C'est juste que si beaucoup de gens ont décidé de récupérer les données d'un État, en général, ils arrivent à les récupérer. Donc, il faut aussi se préparer à être attaqué. Donc, autant se préparer bien en amont pour ne pas être attaqué ou avoir le moins de risques possible, mais il faut quand même être prêt et savoir ce qu'il faut faire quand on a été attaqué. Ça peut toujours arriver, qu'il faut faire attention. J'ai fait 3 slides sur cette partie-là. Donc, il y a les premiers réflexes, ce qu'on voit là. Si vous avez un prestataire informatique et que vous avez le moindre doute ou que vous voyez que vous avez été attaqué, il faut le prévenir. C'est le premier coup de fil que vous devez passer avant d'appeler votre femme pour lui dire oh, « je crois que j'ai été attaqué ». Non, on s'en fout. On appelle son prestataire informatique. Et si on n'a pas de prestataire informatique, on appelle ce qu'on appelle la personne en charge, c'est-à-dire que vous avez bien quelqu'un dans la société qui gère l'informatique. Si c'est vous et que vous n'avez pas de société attitrée, je vous conseillerais d'aller tout de suite sur ce que j'indique dans les sources en bas, donc cybermalveillance.gouv.fr, qui est un site officiel de l'État, ou le ssi.gouv.fr, qui est le nouveau nom du site de l'ANSSI, qui sont 2 sites qui vont répertorier tous les acteurs de votre région qui peuvent vous aider. Donc, réflexe instantané. Je préviens quelqu'un en dehors de chez moi qui a des compétences pour m'aider. C'est hyper important. Et après, on déroule les choses. On isole les systèmes attaqués, c'est-à-dire que si vous avez plusieurs sites, plusieurs lieux de stockage et ce genre de choses, on va commencer par éteindre tout ce qui a été attaqué pour laisser allumer ce qui ne l'a pas été et on va vérifier ce qui n'a pas été attaqué pour pouvoir le rendre opérable et donc non attaquable. On va constituer une équipe de gestion de crise. Donc là, on parle d'une belle attaque, mais c'est toujours important de savoir aussi qui va gérer les choses. Par exemple, si vous avez un cabinet d'avocats externe, il va être important de l'appeler, de lui signifier que vous avez été attaqué, parce que ça veut dire que vous-même, vous allez être attaqué différemment, mais être attaqué par voie d'avocat, sûrement par un client ou un fournisseur qui, lui, aura peut-être perdu de l'argent dans l'histoire ou aura vu une fuite de données, parce que, par exemple, vous êtes dans l'industrie, il vous a confié des plans qui étaient confidentiels, parce que vous usinez des pièces pour lui, par exemple, dans la métallurgie, ces plans-là ont été potentiellement exploités et sortis de votre société. Bah, vous devez prévenir votre avocat parce que votre client, lui, va vous attaquer. Être prêt aussi sur cette partie-là. La gestion des RH, c'est très, très complexe. En général, quand on se fait attaquer et que ça vient d'une personne qui a fait une mauvaise manip, faut pas la punir, la mettre dans un coin, ça sert à rien. C'est fait. Donc voilà, maintenant, il faut travailler avec elle pour comprendre pourquoi et éviter que ça se reproduise avec d'autres collaborateurs. Donc là, la partie RH est très importante. Et ainsi de suite. Évidemment, je vous passe le DAF, qui lui va avoir 2-3 factures à régler, et ainsi de suite. On tient un registre des événements et des actions réalisées. Donc, on tient un registre des événements, c'est qu'est-ce qui s'est passé? On l'écrit, on ne fait pas juste s'en rappeler, on l'écrit réellement. Et on écrit en face qu'est-ce qu'on a fait. On a appelé sa société d'informatique, on a appelé son cabinet d'avocat, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que toutes ces actions-là, à un moment donné, il va falloir rendre des comptes et elles vous seront demandées. Si vous les avez écrits, ça sera plus simple que de se rappeler, de dire je crois que le 25 février, j'ai appelé mon avocat, mais je ne sais plus trop. Voilà. Écrivez les choses, très simplement, mais écrivez-les. C'est très, très important. Et préserver les preuves de l'attaque, ça reprend ce que je venais de vous dire. C'est-à-dire que si vous avez reçu des messages, si vous avez écrit des choses, et ainsi de suite, gardez-les, gardez une trace de tout ça. N'hésitez pas à faire du papier. Dans ce moment-là, n'hésitez pas à faire du papier, c'est très important. Tout vous sera demandé. D'ailleurs, si on va le voir après, on peut la passer. Hop. On va identifier l'origine de l'attaque. Donc ça, souvent, c'est plutôt votre prestataire informatique ou les gens de cybermalveillance et de l'ANSSI qui vont vous aider sur ces trucs-là. Pourquoi? Parce qu'après, on va déposer plainte. Si on dépose une plainte, il faut qu'on ait quand même un minimum de données. Donc tout ce qu'on a écrit avant, c'est ce que je vous expliquais, ça va alimenter le dépôt de plainte. Il va falloir aussi pouvoir fournir toutes les preuves que vous avez. C'est-à-dire, je sais que je me suis fait attaquer parce que j'ai reçu ça, parce que j'ai vu ça, parce qu'un prestataire m'a appelé, parce que mon fournisseur lambda m'a appelé, m'a dit qu'il avait reçu des fausses factures de ma part et que je demandais des paiements. Tout ça, voilà. Tous ces genres de choses, ça doit être imprimé et joint à la plainte. Évidemment, je ne vous ferai que conseil de passer par un avocat pour ce genre de choses. Déposer plainte pour cyberattaque, aujourd'hui, c'est pas chose très très simple, pour la simple et bonne raison. On a des forces de l'ordre qui ne sont pas encore assez formées à ça, qui vont poser des questions qui peuvent des fois paraître un peu déroutantes, voire absurdes. Donc du coup, vous faire aider par un tiers dont c'est le métier peut quand même être grandement indiqué et va vous simplifier la vie. On n'oublie pas de notifier nos amis de la CNIL, car depuis que le RGPD
existe donc depuis mai 2008. On va fêter dans 3 mois les 4 ans du RGPD. Il est écrit noir sur blanc que vous n'avez que 72 heures pour les prévenir de ce que vous avez subi. Typiquement, si vous avez eu de la perte d'infos du fichier client qui est parti, alors je le précise, un fichier client, c'est pas obligatoirement du perso. Parce que vous adressez des particuliers, vous pouvez adresser des professionnels. Si les numéros de téléphone et des mails professionnels ont été volés dans vos données, la CNIL vous en tient pour responsable. Beaucoup de gens pensent que la CNIL ne couvre que les gens qui sont des particuliers, que les problèmes liés aux particuliers, pas du tout. Toute donnée est censée passer par la CNIL. Donc faites attention, bien penser. Alors, sur le site de la CNIL.fr, il y a un gros bouton, j'ai un problème, donc vous pouvez passer par là. Et donc dans les 72 heures du constat de votre attaque, vous devez passer par la CNIL pour leur expliquer ce que vous pensez qui est parti. Au départ, c'est un premier jet. On est d'accord, le but, c'est pas d'être redondant, on n'explique pas l'ensemble des choses, mais on déclare la cyberattaque, ce qui permet à la CNIL après de revenir vers vous en vous demandant plus de détails. On met en place la solution de secours ou les solutions de secours que l'on avait prévues. Donc, c'est dans mon jargon ce qu'on appelle un PCA ou un PRA, un plan de continuité d'activité ou un plan de reprise d'activité, ce qui permet de dire je me suis fait cambrioler mes données, mais j'avais une sauvegarde à l'extérieur chez un autre prestataire. Il peut me la remonter sur un serveur pour me permettre de refaire des factures ou de continuer ma production. Ça, quand on fait un PCA, un PRA, on estime le temps aussi qu'il faut pour le remettre et les données perdues. C'est-à-dire qu'on fait peut-être une sauvegarde que tous les jours, donc on a peut-être perdu, si on s'est fait hacker à 20 heures, on a peut-être perdu une journée de travail. Mais on sait qu'on est capable de revenir à avant-hier sans aucun problème. Donc tout ça, pareil, ça, si vous avez un prestataire informatique qui vous aide sur cette partie-là, c'est écrit. Les conditions d'activation et de reprise d'activité sont écrites et en général, il y a une procédure qui va avec ça. Contactez votre prestataire et derrière, il y a toute une procédure de remise en place. C'est très important, surtout dans l'industrie, parce que vous avez vos clients qui vous demandent ou demanderont, si vous avez une taille non neutre, qu'est-ce que vous avez prévu en cas d'arrêt. Alors là, on parle de cyberattaque, mais on peut aller plus loin. En cas d'arrêt global, demain, vos bureaux se font cambrioler, il y en a un qui part avec le serveur sous le bras. Bon, bah, qu'est-ce que vous avez prévu pour repartir? Ça fait partie du plan d'activité, du plan de continuité d'activité, ou du plan de reprise d'activité informatique. Et dernière case du pilotage de crise, pareil, c'est un peu comme tout à l'heure sur la e-réputation, bien gérer sa communication. Quand vous êtes une société commerciale avec pignon sur rue, quand tout le monde sait que vous vous êtes fait hacker, c'est pas là que les gens vont venir passer des commandes. Il faut être réaliste. Donc, avoir une bonne communication, c'est aussi très important. On l'a vu, je pense que tout le monde l'a déjà vu, quand des mairies ou des Comcom se font hacker. Maintenant, la communication, elle est carrée parce que l'État a demandé à ce que, l'ANSSI surtout, a demandé à ce que tous les organismes publics réagissent de la même façon. C'est très formaté. Mais au départ, il y a quelques années, on voyait de tout. Vous aviez un élu qui popait « Ah, j'ai plus accès à Internet, on s'est fait hacker, 3 petits points. » Bon, quand vous commencez comme ça, c'est pas terrible. Donc, on essaye aussi de bien maîtriser cette com. Donc là, si vous n'avez pas de service marketing ou de gens qui s'occupent de ça en interne, souvent, c'est des choses qui peuvent être déléguées au cabinet d'avocats, qui vont pouvoir vous donner la bonne presse à faire pour rassurer les partenaires, les fournisseurs, les clients, et ainsi de suite. Et quand on sort de la crise, le principe, on fait une remise en service progressive et contrôlé, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a passé la crise qu'on se dit que c'est plus possible. On reprend quand même tout. Ce qui est arrivé une fois peut donc arriver une deuxième fois, qu'on va éviter. On prend tout ce qu'on a analysé pendant la crise et puis on va le retravailler pour qu'on puisse mettre en place tout ce qui sert à corriger ça. Un problème de vulnérabilité, un PC qui n'était pas protégé dans un coin d'un atelier parce que c'est une vieille machine, on s'en sert tous les 36 du mois, mais voilà, et ainsi de suite. Je vais faire une toute petite parenthèse. On sort de la crise Covid. Enfin, il semble que l'on sorte de cette crise. Il y a quelques semaines, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, il y a une pharmacie à Angers qui a été hackée. Et ils s'en sont rendus compte parce qu'elle émettait à peu près 1500 certificats de vaccination par semaine. Voilà. Et sans autant de doses consommées.
Et l'astuce est toute bête. Il y a un hacker qui a trouvé le PC il y avait un PC dans la pharmacie qui n'était pas protégé et qui restait allumé 24 heures sur 24. C'est le PC qui gérait le stock. Donc, il n'était pas bien protégé. Et quelqu'un a trouvé une faille pour se connecter sur ce PC-là. Et sur ce PC-là aussi, il servait de gestion de stock. Et aussi, il y avait la page web ouverte en permanence sur le site de la Sécurité sociale pour pouvoir imprimer les certificats vaccinaux. Donc, en gros, quand vous commandiez un certificat, vous donniez votre numéro de sécu, votre prénom, votre nom, et il rentrait ça dans la base de la pharmacie et vous générez un vrai certificat de vaccination parce que c'était sorti d'une officine qui, elle, était reliée à la Sécurité sociale. Vous voyez, les actions, petites actions, mettre un antivirus et une bonne protection sur la poste peuvent éviter tout ce genre de choses. Donc la pharmacienne, elle a été inquiétée, évidemment. Le pirate qui a fait ça, pour l'instant, il n'a pas été retrouvé. Lui s'est fait des centaines de milliers d'euros. Voilà. Avec une connexion sur un PC qui ne lui appartient même pas. On peut faire de l'argent facilement. Et dernier point, on tire les enseignements de l'attaque. C'est-à-dire que si c'est quelqu'un qui a cliqué sur un mauvais fichier, on accélère la prise en compte des collaborateurs, on les forme, on aide à ce qu'ils ne fassent plus l'erreur. On ne tire pas sur la personne qui l'a fait, ça ne sert strictement à rien, c'est ce que j'ai déjà dit, c'est fait. Voilà. On essaie plutôt de tirer les bons enseignements de cette attaque et de tirer tout le monde vers le haut pour essayer d'être plus grand lors de la prochaine attaque. Admettons qu'elle n'arrive jamais, c'est le but. Mais toujours tirer les conséquences de tout ce qui s'est passé. Dernier petit slide. Alors là, j'ai mis du rouge parce qu'on fait très attention. On ne paye jamais la rançon. Ça ne sert strictement à rien. Vous pouvez essayer, mais vous savez, c'est la roulette russe. Si vous payez, vous n'êtes même pas sûr de récupérer vos données. Et si vous payez, en plus de ne pas être sûr de récupérer vos données, vous encouragez les gens qui font ça. Voilà. Donc, moi, j'ai la conviction qu'il ne faut jamais payer. Je pense que c'est ce qu'essaye de prôner tout le monde, même si je sais que c'est pas la réalité. On sait que certaines sociétés payent via des montages externes, mais le but c'est de ne jamais payer. Voilà. Vous savez que en payant, la seule chose dont vous êtes certain, c'est du montant de la somme que vous allez perdre. Vous n'êtes pas sûr de pouvoir récupérer des choses, et encore moins de pouvoir réavancer. Et le pire là-dedans, c'est que si vous avez payé, ça c'est dans le monde du hack. C'est un monde qui est quand même relativement serré. Les réseaux ce qu'on appelle le darknet, donc de l'internet sombre, relaient très facilement, les hackers relaient très facilement ce genre de gloire qu'ils ont réussi entre eux, ils vont très facilement véhiculer l'information comme quoi telle société a payé pour avoir ces infos. Qu'en général, ce qu'ils font, c'est que la première fois que vous payez, ils vous redonnent vos infos. Et après, vous êtes marqué comme quoi vous êtes attaquable. Donc, plein de gens vont essayer de vous attaquer. Donc là, ça va être encore plus difficile de se protéger. Et puis, vous êtes marqué comme quoi vous avez payé. Donc, on va réessayer et on va réessayer et ainsi de suite. Donc, c'est pas un bon signe de payer. En aucun cas. Je reviens sur le risque psychologique. Donc de la personne qui a pu faire l'erreur, mais aussi si vous avez un responsable informatique, lui, il va avoir quelques nuits complexes. Donc, il ne faut pas obliger de manager ces gens-là qui vont vous aider à repartir du bon pied dans votre on va dire, sérénité informatique future. Et faites-vous accompagner. Donc, voilà, je le répète, cybermalveillance.gouv.fr. C'est un site officiel de l'État qui recense les gens qui peuvent vous aider. Alors, en fonction de vos problèmes, en fonction de vos besoins et en fonction de là où vous êtes situé aussi géographiquement, le site est bien fait. Il y a beaucoup de conseils. L'ANSSI et Cybermalveillance sont des sites à aller voir régulièrement parce que vraiment, ça emmène beaucoup de choses. Voilà. C'est fini pour ma part. J'espère avoir éclairer certaines lanternes ou au moins avoir donné envie d'aller plus loin sur certaines choses. Merci Romain, c'était très clair pour moi en tout cas. Alors j'espère que tout le monde a bien compris les enjeux de ce qu'on peut avoir dans un parc informatique et la gestion surtout du parc informatique, parce que ça commence, comme tu l'as dit, par la gestion d'abord du parc informatique. Qu'est-ce qu'on a chez nous et comment les gens travaillent avec leur matériel informatique, c'est la première chose à mon sens. Tout à fait. Et lorsqu'on connaît tous les tenants, les aboutissants de ça, normalement, on se prévaut beaucoup, énormément du deuxième volet que tu donnais sur les cyberattaques. Donc, on va passer au volet questions, si vous en êtes tous d'accord. Donc, ce que je vous propose, c'est de lever la main. Alors, il y a monsieur Éric Deville qui a une question, je suppose. On va commencer par
un informaticien de métier, donc accroche-toi Romain, ça va décoiffer. Bon, pour toi, je sais que ça n'a pas trop de problème pour le, Pour le coiffage, mais Eric va te Merci, poser une merci question. de me le rappeler. Je t'en prie. François, j'allais dire que c'était pas bien de se moquer, mais bon, c'est fait. Bon, si on connaît un pharmacien qu'on n'aime pas, on peut monter le même coup, tous ensemble pour en Oui. sonner. Ça. Ça doit être jouable, Romain. Non, une question. Merci d'abord pour la presse et notamment ton schéma très simplifié là, de la protection, parce que ça peut servir pour beaucoup de gens. Ce que tu as fait, il est extrêmement bien. Le deuxième schéma, c'est où tu as mis le résumé des protections. Le premier, il est complet, donc il s'adresse dans la démarche de ton propos. Mais le deuxième, il est utile à tout le monde et c'est quelque chose à publier parce que je crois qu'on ne l'a jamais vu de cette façon. Il est extrêmement simple à comprendre et tu y as tout mis. Je crois qu'il faudrait le diffuser parce que ça, pour tout chef d'entreprise, c'est un peu précieux comme schéma pour savoir ce qu'il a à faire. Et là, on va tout de suite voir les trous dans la raquette. Et j'ai un deuxième point, puisque je sais que tu fais un peu de data center et que tu l'as évoqué, ça participe au stockage des données. Est-ce que ton data center, je sais que beaucoup d'informaticiens dont je fais partie pensent toujours que ça intéresse personne, mais voir un centre informatique, son contenu, évidemment, le faire sous contrôle avec des règles de sécurité, c'est intéressant. Je sais que tu as toujours ce point. Est-ce qu'il serait possible, pour ceux qui le souhaitent, d'avoir une visite chez toi de ce data center organisé? Voilà. Bien sûr, bien sûr. Alors, pour aller au bout du propos, on peut faire visiter les salles où on héberge, car on est prestataire informatique, donc on est accrédité à rentrer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 dans les salles que l'on utilise. Moi, je suis pas propriétaire de data center, je suis exploitant de data center. J'exploite des parties de data center qui sont construits par des tiers, qui sont eux plus des agents immobiliers, car ils nous fournissent en fait une coque qui permet d'héberger de la data. Et sans aucun problème, on pourrait avec Imouvance, si vous voulez, se faire un créneau de visite. Il y a 2 salles qui sont assez simples d'accès, c'est Saint-Herblain et Carquefou. On aura une 3e salle bientôt, un peu plus à l'ouest de Nantes. Et voilà. Après, aller sur Paris pour visiter des salles, c'est plus complexe en termes d'organisation, dirons-nous. Mais sur Nantes, oui, on est capable de visiter 2 salles. Donc, on pourrait se faire tout à fait un petit déj visite. Alors, on mangera pas dans la salle, je te rassure, mais on pourra toujours manger les croissants à l'extérieur. Mais on pourrait se faire ça, oui, une visite sans aucun problème. Merci. Avec plaisir. Génial. Moi j'avais une question, parce que je ne suis pas informaticien de métier, moi, hein, pas comme vous, messieurs. Là, on a parlé beaucoup des devoirs d'une entreprise, mais quelles sont les obligations d'une entreprise par rapport au système informatique, et notamment le gros mot que tout le monde connaît, mais que personne n'ose dire, c'est RGPD. RGPD. Voilà. Alors, Je pense que ce sont des obligations d'entreprise. Comment ça fonctionne? Alors, l'obligation du RGPD, depuis, je le disais, mai 2018, c'est obligatoire d'avoir un registre RGPD chez soi. C'est-à-dire si on simplifie, c'est en gros d'avoir un registre où on indique comment et quel type de données sont stockées. C'est-à-dire comment elles sont stockées, à quel endroit, dans quel logiciel, et qu'est-ce qu'on y stocke. Par exemple, j'ai une clientèle que de gens particuliers, j'y stocke une adresse, un numéro de téléphone portable, et ainsi de suite. Donc tout ça, ça va être marqué noir sur blanc. Comment je les stocke, qu'est-ce que je stocke et la durée de conservation. Souvent, pour un particulier, par exemple, tant que je lui vends des choses, je stocke ces infos, ce qui paraît logique pour pouvoir le contacter. Et s'il arrête d'acheter chez moi, je me suis donné 5 ans pour effacer ces données ou 2 ans pour effacer ces données. Durée de conservation. Ça, c'est très important. Si demain, vous faites pirater vos données et que des données s'en vont et que vous n'êtes pas capable de quantifier et de qualifier ce qui est parti, 1, vous allez avoir une mauvaise réputation. 2, vous avez sûrement perdu du chiffre d'affaires. 3, vous allez en plus écoper d'une amende de la CNIL. Ça, c'est top. Voilà. Si vous êtes à jour de votre RGPD, la CNIL ne pourra pas vous dire vous avez fait n'importe quoi. Oui, je me suis fait hacker. Ça peut arriver. Nul n'est impénétrable. Ça peut arriver, mais je sais ce qui est parti. Je suis capable de prévenir les gens. Je suis capable d'intervenir avec la CNIL sur ce sujet-là. Du coup, là, la CNIL n'est pas là pour vous punir, mais plutôt là pour vous aider. C'est là la différence. Si vous n'avez jamais travaillé sur le RGPD, vous serez puni. Si vous avez déjà travaillé dessus, vous serez aidé. C'est un peu ça le delta aujourd'hui. Il y a des logiciels. Nous, on utilise une plateforme qui s'appelle Data Legal Drive, DLD. C'est un cabinet d'avocats parisien qui a développé ça, qui permet d'avoir un registre complet de son RGPD. Et après, on passe par des avocats dont c'est le métier ou des DPO externalisés pour tenir le registre à jour. C'est un vrai travail de fond, le RGPD. C'est un peu long à mettre en place, pour être réaliste. C'est pas hyper excitant à mettre en place, je vous l'affirme.
Réellement, pour avoir suivi les démarches, c'est pas hyper excitant. C'est souvent de la redite, c'est souvent écrire des choses que l'on connaît déjà, mais il faut les écrire et le mettre en place. Mais D'accord. c'est une obligation aujourd'hui. Après, c'est à peu près la seule obligation. Aujourd'hui, tu n'es pas en obligation de sauvegarder ta comptabilité. Je veux dire, c'est le fisc peut venir te dire, bah, vous avez votre comptabilité, bah non, bon, bah, produisez-moi du papier. C'est tout. Tu es obligé d'avoir une sauvegarde de ta comptabilité informatique. Tu es obligé d'avoir une version de ta comptabilité. Après, qu'elle soit papier, informatique, peu importe. Si aujourd'hui, tu as édité tous tes grands livres depuis 25 ans au format papier, le fisc ne peut pas te dire grand-chose. Il va râler beaucoup parce qu'il va falloir lire du papier, mais il ne peut pas te dire réellement grand-chose. Ce que je te conseille, malgré tout, c'est de sauvegarder ta comptabilité, mais si tu veux, l'obligation n'est pas obligatoirement là pour ce point-là. L'autre obligation qui peut être souvent vue dans des contrats, c'est par rapport à vos clients, qui eux peuvent vous obliger, par exemple, à avoir une sauvegarde des données de production, ce genre de choses pour l'industrie lourde, souvent type métallurgie, agroalimentaire. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'eux veulent garder de la traçabilité et des historiques. Donc, là, c'est eux qui vont vous obliger. Donc là, on va dire que si demain vous vous faites hacker et que vous perdez ces datas, ces gens-là vont se retourner contre vous. Vous dites, attendez, moi, le point 22 du contrat dit que pendant 10 ans, vous devez m'assurer une traçabilité des pièces. Ah là, aujourd'hui, vous êtes fait hacker. Il y a une pièce vous avez faite il y a 5 ans, vous êtes incapable de me donner l'historique. Du coup, je vous attaque. Ça, c'est un risque aussi. D'accord. Très bien. Bon, c'est clair. Alors effectivement, si une entreprise travaille avec des sous-traitants sur le stockage de données via des CRM, via une comptabilité avec un comptable externalisé, c'est à eux de nous prouver que Oui. c'est bien eux qui protègent nos données. Donc, Oui, c'est ça, tout à fait. d'accord. Et ça doit être contractuel surtout. Contractuel. Et oui, pour que ça puisse être opposable à un tiers, comme diraient nos amis les avocats. Très bien. Bon, écoute, moi, j'ai trouvé ta démonstration très, très claire, très, très limpide. J'espère qu'il en est de même pour tout le monde. Je vois qu'il est pratiquement midi, donc on arrive à la fin de cet exposé. Je vais tendre le micro, si je puis dire, si on était en présentiel, mais là, c'est le virtuel. Je vais tendre le micro vers nos invités. Est-ce que vous avez des questions pour terminer, clôturer notre débat et relâcher Romain pour qu'il vaque à ses occupations? Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à ajouter, on va dire? Non? Bon. Eh bien, écoute, Romain, je te remercie Merci à vous. pour ta présence et puis ton explication très claire de ton métier déjà. Pas de souci. Ce que j'invite à faire, c'est à tous nos invités, c'est de se tourner vers nous et Romain si besoin. Je crois qu'on se fera un plaisir de vous donner les coordonnées de Romain Gretti et de ces nouveaux locaux qu'on a hâte de visiter, hein, d'ailleurs. T'inquiète, c'est prévu. C'est prévu, j'imagine bien. Voilà, bah, écoutez, je vais Merci beaucoup. clôturer ce webinaire. Merci Romain, merci à tous les participants. Et puis, bah, je vous dis au mois prochain pour un autre webinaire sur lequel on va statuer sur le sujet. On vous donnera ça assez rapidement. Merci à tous et Merci, bon bonne après-midi, journée. bon appétit, à bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.